Alors bonjour à tous et bienvenue. Donc j'espère que vous allez passer une bonne soirée parmi nous. Est-ce qu'il y en a qui sont venus pour prendre du plaisir ici? Qui? Par applaudissement, qui est venu pour prendre du plaisir? Ok. Qui est venu pour apprendre quelque chose? Alors très bien, vous pouvez rester parce qu'il semblerait que pour pouvoir apprendre quelque chose, il faut aussi avoir une émotion de plaisir en parallèle, sinon la connaissance ne s'acquiert pas. Alors nous, ça nous fait très plaisir de vous accueillir ce soir. On n'est pas conférencier professionnel. En revanche, Anne-Claire, ma collègue, est sophrologue professionnelle et moi-même, je suis coach mental professionnel. Mais la conférence, on n'est pas professionnel, mais ça nous tient à cœur de vous présenter ce qui nous passionne le plus, puisque comme vous allez pouvoir le voir au travers de cette conférence, avoir une passion, être sur son X, comme on peut dire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent manquer de mental? Du genre, je me mets au régime et puis je commence la semaine prochaine. Ou du genre, je vais commencer le sport, mais j'attends de laisser passer les fêtes. Ça arrive? Ou je vais changer de métier, mais j'ose pas. Mon métier me plaît plus, mais je voudrais bien changer de métier, mais j'ose pas, j'ai peur, j'ai des doutes, j'ai peur que ça ne marche pas. Il y en a? Et est-ce qu'il y en a qui manquent de lâcher prise aussi? Il y en a parmi vous qui manquent de lâcher prise? Et qui manquent et de mental et de lâcher prise, il y en a? Bon, ben, bienvenue. Alors, c'est vrai qu'on a appelé cette conférence « Maîtriser l'équilibre entre mental et lâcher prise ». On aurait presque pu l'appeler simplement « lâcher prise ». Pourquoi? Parce que dans le mot « lâcher prise », en fait, si on réfléchit bien, il y a exactement les deux. Il y a lâcher, c'est-à-dire qu'on ose se lancer dans le vide, on ose faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui est potentiellement bénéfique pour nous, mais qui peut-être nous fait peur. Et en même temps, il y a la prise, c'est-à-dire qu'il y a une forme de contrôle parce qu'on se rattrape quelque part. Un peu à l'image de Tarzan qui se jetait de liane en liane. C'est du lâcher-prise. En fait, le lâcher-prise, c'est exactement ça. C'est ce contrôle et cet équilibre avec le lâcher-prise, tout simplement. Alors, pour me présenter, plutôt que vous présenter un petit peu verbalement, je vais présenter surtout l'activité que je fais. Donc, notre activité, ça s'intitule « Décider sa vie » dans le sens de la prise de décision. Pourquoi la prise de décision? Parce qu'on dit toujours qu'il y a 3 niveaux d'engagement. Il y a le « je souhaite » ou « j'aimerais », il y a le « je veux » et il y a le « je décide ». Je pense que vous avez tous compris que ce n'est pas la même chose. Je le souhaite, tout à l'heure, je plaisantais un petit peu avec les fêtes de fin d'année ou avec « je me mets au régime » ou « je me mets au sport ». Je souhaite, on considère que c'est simplement 10% en termes d'engagement, que ce soit en leadership pour ceux qui dirigent une activité professionnelle, ou que ce soit au niveau du sport, ou au niveau de l'alimentation, au niveau de sa famille, au niveau de ses relations. Quand on souhaite changer quelque chose, ça n'est que 10% en termes d'engagement. Ensuite, il y a le « je veux » qui est déjà un petit peu plus fort. Le « je veux », on va poser quelques actions, on va essayer. On va recommencer si ça ne marche pas, mais si ça ne marche pas, au bout de 2-3 fois, on va laisser tomber. Donc là, on est à 30% au niveau d'engagement. Bonjour et bienvenue. Prenez place. S'il y en a qui veulent une bouteille d'eau, vous pouvez la prendre tout de suite. Donc le « je veux », c'est 30% en termes d'engagement. Et enfin, il y a le « je décide ». Je le décide, ça vient du latin « décidere », tuer toute alternative. Donc là, j'ai envie de dire, il n'y a plus de si, il n'y a plus de mais. Ça veut dire que ce qu'on a décidé va forcément se réaliser. Alors, je vais faire un bémol, ça peut arriver que ça ne se produise pas au moment où qu'on l'aurait voulu, mais en tout cas, ça va finir par se produire. Parce que vous allez attirer tout un tas de choses, comme vous allez le voir au travers de la conférence, que ce soit au travers de mes propos ou des propos d'Anne-Claire. L'univers nous apporte systématiquement ce qu'on a réellement décidé, parce qu'il y a une vibration qui est portée par rapport à ça. Donc, sans plus attendre, je vous lance une courte vidéo, ça va vous présenter un petit peu l'activité coaching et ça va vous présenter la prise de décision. Dans un monde où des millions de personnes sont malheureuses, ne font pas le métier qu'elles veulent, ne sont pas épanouies dans leur couple, ont une santé de plus en plus fragile et où le plus grand nombre finit par baisser les bras et à se résigner, tu dois oser réaliser tes projets et donner vie à tes rêves. À mes 15 ans, j'ai compris que la santé est essentielle. À mes 25 ans, j'ai compris que le travail est important. À mes 35 ans, j'ai compris que l'amour est tout. Santé, travail, amour.
et dans cet ordre-là. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne pourras rien avoir d'autre. Tu n'oseras pas accomplir ta mission. Tu n'auras pas l'énergie pour oser évoluer dans ton travail. Tu n'oseras pas poursuivre tes rêves. Si tu n'as pas le travail, tu ne pourras pas vivre ta mission. Tu ne partageras pas. Tu ne contribueras pas. Tu seras dans la frustration, dans la culpabilité et dans la peur du manque avec ta famille. Et si tu n'as pas l'amour, tout le reste n'aura aucun sens. Santé, travail, amour. 3 valeurs, 3 piliers fondamentaux. Tu sais, au fond de chacun de nous sommeille un grand potentiel, des talents, des habiletés, une grande puissance. Mais 2 voix s'opposent. L'une d'elles te dit « c'est trop dur, tu n'y arriveras pas, abandonne ». Cette voix entraîne des doutes, ces doutes entraînent des peurs. Ces peurs deviennent ton histoire ta personnalité ta vie. L'autre voix, petite, timide, te murmure que tout ça c'est faux. Au fond de ton cœur, il y a une flamme qui te fait sentir que c'est possible. Peut-être crois-tu que c'est une question de chance, de personnalité, de prédisposition ou de génétique. Il n'en est rien. J'aimerais te parler d'un grand pouvoir, un pouvoir illimité qui subsiste en chacun de nous. Un pouvoir qui transforme la peur en défi, un pouvoir qui transforme la procrastination en action, la faiblesse en énergie, le manque en abondance. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de décider. Pas demain, pas la semaine prochaine, quand tu seras en vacances ou quand les enfants seront grands. Non, décide maintenant, décide vraiment. Quelle est ta flamme ? Quel est ton but ? Qu'est-ce que ta petite voix te murmure ? Car dans la vie, il n'y a que 2 buts. Trouver ta mission, l'accomplir. Si ton pourquoi est suffisamment fort, si ta mission est suffisamment grande, tu trouveras l'énergie et la créativité pour le comment. Si tous les jours tu prends une petite décision, si tous les jours tu avances d'un petit pas, c'est une certitude que tu vas réussir. Prends cette décision maintenant. Si ce message a du sens pour toi, clique sur j'aime et partage-le. Mets en commentaire quelle est ta première décision. Et si tu vas aller encore plus loin, rejoins-nous. Alors effectivement, je pense que vous avez compris l'importance de la prise de décision. On s'est aperçu en neurosciences, avec les recherches scientifiques, on s'est aperçu que la décision pouvait avoir un véritable pouvoir. C'est pas magique, mais c'est un pouvoir extraordinaire parce que ça permet complètement de transcender tout. Et moi, mon message au travers de l'activité, au travers de décider sa vie, c'est la prise de décision dans les 3 domaines, puisque j'ai pour habitude de dire que la vie fonctionne un petit peu comme un tabouret à 3 pieds. Il y a un pied, ça va être votre santé et votre niveau d'énergie. Il va y avoir un pied, ça va être vos émotions et vos relations, la gestion de vos émotions et de vos relations, et un pied, votre carrière et vos finances. Puisqu'on s'aperçoit que la plupart d'entre nous, soit manquent de finances, soit ne font pas le métier qu'elles veulent, soit ont des problèmes de santé ou manquent d'énergie, ou ont du mal à se lever le matin, ou le soir, ils sont complètement épuisés quand ils rentrent du travail. Ou enfin, il y en a d'autres qui ont des mauvaises relations avec leur entourage, que ce soit l'entourage familial, amical ou professionnel. Donc on pense que ces 3 piliers sont vraiment fondamentaux. Et ce qui va permettre aussi d'équilibrer ces 3 piliers, c'est une forme de pyramide. J'ai pour habitude d'exprimer cette pyramide en sachant que chacun des 7 levels de la pyramide ont tous le même niveau d'importance, mais néanmoins, il y a une base à respecter, parce que si cette base n'est pas respectée, le reste ne peut pas se construire. Donc en tout début, on va exprimer ce qui est la santé et l'énergie, puisque si vous n'avez pas une bonne santé, vous aurez plus de mal d'avoir des bonnes émotions. Ensuite, une fois que vous vous occupez de vos émotions et que vos émotions sont plutôt positives, eh ben, on a tendance de dire que vous aurez de meilleures relations, parce que c'est plus facile à gérer ces relations quand on est dans de bonnes émotions. Et ensuite, une fois qu'on a géré ces relations, on va parler de la gestion du temps, c'est-à-dire dans quoi vous avez décidé d'investir votre temps. Donc là, aujourd'hui, nous, ça nous touche vraiment et ça nous fait plaisir que vous soyez là, parce que c'est que vous avez décidé d'investir du temps, puisque le temps, on n'en a pas, mais on décide de le prendre à un moment donné en fonction de nos priorités, en fonction de ce qu'on veut faire et en fonction de la valeur qu'ont les choses pour nous. Donc la gestion du temps va nous permettre aussi de déterminer combien de temps on va investir dans notre activité professionnelle, quel type d'activité professionnelle on va faire. Une fois qu'on a consolidé cette activité professionnelle, pour certains d'entre nous, on va vouloir évoluer d'un point de vue financier, soit parce qu'on voudra obtenir une forme de sécurité familiale, soit parce qu'on aura des projets, soit parce qu'on veut voyager, soit parce qu'on veut tout simplement évoluer, soit parce qu'on veut se faire plaisir. Donc en général, une fois que l'activité professionnelle est stable, on va se poser la question de la finance. Et enfin, le 7e, qui est peut-être le plus important, mais en général, on a tendance à se poser la question là qu'une fois que les 6 autres sont déjà solides et sont déjà assez stables, ça va être le spirituel avec le partage et la contribution. En général, on a coutume de conseiller, nous,
d'investir, soit en termes de temps, soit d'argent, soit si possible les deux, 10% de son temps et 10% de ses revenus dans une cause qui nous tient à cœur. Donc je ne ferai pas de publicité ici, mais en général, on conseille d'investir 10% de son temps et 10% de ses revenus dans quelque chose qui nous tient à cœur pour le partage et la contribution. Est-ce que parmi vous, il y en a qui recherchent à être plus heureux? Personne? Il y en a qui pensent qu'ils pourraient être un petit peu plus heureux? Comment? Alors effectivement, c'est sans fin, mais il y a quand même des recettes qui vont permettre de sentir dans un état. Alors c'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas, je ne vais pas vous dire qu'on peut être toujours heureux ou toujours dans la joie ou dans le bonheur en permanence, mais il y a des recettes qui vont permettre de basculer plus rapidement d'un état négatif ou d'un état qu'on pourrait sentir comme étant de souffrance ou de mal-être vers un état positif. Entre basculer au bout de 5 minutes ou basculer au bout de plusieurs jours, ou pour certains individus, au bout de semaines, de mois ou d'années, ça a une immense différence sur ce que vous allez pouvoir poser comme action dans la suite. Je vais vous faire un très court extrait. C'est un extrait de film, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est le film À la recherche du bonheur avec Will Smith. J'ai retenu quelques secondes je crois qu'il y a 2 minutes de ce passage normalement. Regarde papa, je suis un pro. Oh. Je vais devenir champion. Ok. Ouais. Ah, ça reste à voir, ça. Tu seras sans doute aussi bon que j'étais. Ça marche souvent comme ça, faut dire. J'étais plutôt très moyen, alors tu... Oh, zut. Au classement, tu vas te ranger quelque part dans ces eaux-là, sans doute. Alors, crois-moi, tu excelleras dans des tas de choses, mais pas là-dedans. Je tiens pas à ce que tu lances des ballons comme ça jour et nuit. D'accord? D'accord. Ok? Vas-y, lance. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. Voilà un petit peu le message, je pense qu'il est clair pour tout le monde. Donc on a trop souvent tendance à oublier nos rêves. En général, enfant, vous voyez là, je ne sais pas quel âge il a, le petit bonhomme, mais il a peut-être une dizaine d'années, je ne pense pas qu'il ait beaucoup plus. On a tous des rêves, ou au moins on a un rêve. Puis en général, la vie, les coups durs, ou les parents, ou l'éducation, la famille, la société, a tendance à chercher à détruire ces rêves-là. Soit parce que, comme un petit peu il le montre dans ce passage, soit parce que les parents n'y croient pas, ou soit parce que les individus qui vont vous en parler avaient peut-être essayé, peut-être qu'ils vous aimaient, peut-être que c'est des personnes qui vous aiment et qui ont peur que vous n'y arrivez pas, mais comme eux, ils avaient essayé puis qu'ils n'ont pas réussi, eh ben, ils ont tendance à vous saboter et à vous limiter. Donc, un enfant, lui, va être spontané justement entre cet équilibre qu'on exprime nous avec le mental et le lâcher-prise, puisqu'il sait ce qu'il veut, et puis il a complètement le lâcher-prise tant qu'il n'a pas été saboté pour pouvoir faire les choses de façon complètement naturelle. Or, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre avec le temps, auquel ça serait peut-être positif de se reconnecter. C'est un petit peu tout ce qu'on cherche, après tout, on cherche à être heureux, et là, c'est là que ça devient intéressant. On s'est aperçu en neurosciences, depuis quelques années, que plus un individu va avoir des défis, plus un individu va oser se challenger, plus un individu va aller dans ce qu'on appellerait le dépassement de soi en quelque sorte, plus il va oser passer à l'action, décider, essayer, quitte à tomber et à se relever, tout en lâchant prise, tout en ayant confiance en lui, et plus il va se connecter au bonheur. Je n'ai pas dit qu'on est obligé d'obtenir un résultat, je n'ai pas dit non plus qu'on est obligé de viser le succès, mais en tout cas, quand on ose faire, quand on ose se challenger, tout en ayant le lâcher prise sur le résultat qu'on va obtenir,
tout en ayant confiance soit en soi, soit en la vie. Si on a confiance aux deux, c'est mieux. Peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes spirituel ou si vous êtes croyant, moi je ne veux pas faire de religion ici, mais vous pouvez avoir la foi. C'est aussi une forme de désir ardent, c'est aussi une forme de croyance qui peut vous permettre d'avancer vers votre rêve. Donc en général, on s'aperçoit qu'automatiquement, on est connecté dès qu'on se dépasse, tout en relâchant prise sur le résultat. On va passer à notre première partie de la conférence dans les chapitres que j'avais mis un petit peu dans la communication, sur la confiance en soi justement et sur l'estime de soi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent manquer de confiance en eux? À main levée, que je voie à peu près le pourcentage. Et effectivement, le manque de confiance en soi, alors il y a plusieurs aspects dans la confiance en soi. On manque tous de confiance en nous dans certains domaines, et puis dans d'autres domaines, on peut avoir confiance en soi. Il y a des fois des gens qui sont très bons dans le travail, mais ils manquent de confiance en eux pour leur santé. Il y en a d'autres qui sont bons au niveau des relations, mais ils vont manquer de confiance en eux pour leur santé, etc., etc. Il y en a qui ne savent pas gérer leurs finances, il y en a qui ne savent pas gérer leurs relations, il y en a qui ont du mal avec leurs enfants, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, etc., etc. Et la confiance, la bonne et la mauvaise nouvelle, si je peux dire, c'est que ce n'est pas inné, ça s'acquiert avec le temps et ça s'acquiert avec l'entraînement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir eu de la confiance en vous quand vous étiez petit parce que vous étiez dans un environnement qu'on pourrait définir de favorable ou bienveillant, et donc du coup vous avez confiance en vous, et puis vous arrêtez de le travailler parce que vous cessez de vous challenger en quelque sorte, et du coup vous perdez votre confiance en vous. Ou inversement, vous pouvez très bien avoir été dans un environnement plutôt négatif, dans un environnement familial où il y avait peu d'amour ou peu de bienveillance, et là du coup vous manquez de confiance en vous à l'enfance, et avec de l'entraînement, avec de la persévérance, on peut augmenter par petites actions à la fois, par paliers à la fois, on peut augmenter son niveau de confiance en soi. Et nous, ce qu'on va encourager, c'est justement d'augmenter ce niveau de confiance en soi dans chacun des trois aspects que je vous évoquais tout à l'heure, dans les trois piliers, donc pour votre santé, pour vos relations et également pour votre carrière. Puisqu'en général, on a tendance à faire le focus sur une chose et oublier les autres. Est-ce qu'il y en a qui me font confiance ici? Qui me fait confiance ici? Ceux qui me font confiance, si je vous demande un billet de 20 €, vous me le donnez? Qui me donne un billet de 20 €? Ah ben non, mais quelqu'un qui en a, c'est trop facile si tu n'en as pas sur toi. Qui a un billet de 20 € à me donner? Ah ben il n'y a personne qui me fait confiance, du coup. Effectivement. Personne n'a 20 € sur lui, ou personne ne veut me donner 20 €. Comme vous voulez. Anne-Claire, merci. J'ai bien dit donner, hein. Les mots ont un pouvoir. J'ai bien demandé qui me donnait 20 €. Donc ce que je veux faire comme message ici, c'est tout simplement qu'en fait, les mots qu'on utilise ont un pouvoir, et encore plus les mots qu'on se dit à soi-même. Il y a les mots qu'on dit aux autres, bien sûr, ça peut être une forme d'engagement, ou un impact qu'on va avoir. Hein. Il y en a parmi vous qui dirigent. Il y en a qui dirigent une entreprise ici parmi vous? Ça nécessite. Ouais, 2, 3, ok. Ça nécessite un certain niveau de confiance en soi pour diriger une entreprise. Ça nécessite aussi d'évoluer, mais ça nécessite aussi d'avoir un impact à la fois sur ses collaborateurs, à la fois sur ses fournisseurs, à la fois sur ses clients. Donc les mots que vous allez utiliser ont véritablement un pouvoir. Donc là, moi, merci Anne-Claire, hein, je viens de gagner 20 € juste en demandant, donnez-moi 20 €. C'est aussi un autre message, demande et la vie te donnera. Et la vie, elle nous donne en général exactement ce qu'on demande, pas plus, pas moins. Donc là, hein, comme vous pouvez voir, c'est sur la confiance en soi. J'ai mis un petit peu des schémas pour faire comprendre. Il y a les doutes, les peurs, les questions qu'on peut se poser, les incertitudes. Donc du coup, on se sent paralysé, ou alors on a l'impression qu'on a un boulet. Pourquoi on a un boulet? Est-ce que si vous avez un boulet comme ça, vous croyez que vous allez courir vite? Hein, on court pas très vite si on a un boulet au pied. Et ben c'est un petit peu la même chose. Et ça va arriver à chaque fois que vous allez faire quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que quand vous faites quelque chose de nouveau, il y a ce qu'on appelle le cerveau, pas le cerveau limbique, je vous dis des bêtises, le cerveau primitif,
l'instinct de survie en quelque sorte, qui va vous freiner, il va faire un peu comme s'il tirait un frein à main. Donc du coup, vous ne pouvez plus courir, vous ne pouvez plus avancer. C'est la même chose dans chaque aspect. Alors, comment qu'on va faire pour déconnecter ça? Nous, on préconise 4 étapes. La première étape, ça va être de faire la clarté. Faire la clarté sur soi, mais aussi faire la clarté sur ce qu'on veut, faire la clarté sur ses objectifs, faire la clarté sur ses rêves, faire la clarté sur ce qu'on veut réellement obtenir, sur ce qu'on veut réellement atteindre. Que ce soit un Everest, pour certains, d'autres, ça peut être des objectifs professionnels, d'autres, ça peut être des objectifs sportifs, mais peu importe, quel que soit l'objectif que vous avez, il faut bien faire la clarté sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez atteindre. Une fois qu'on a la visualisation de ce qu'on va atteindre, on va jalonner. C'est-à-dire, comme sur l'Everest, vous mettez des camps de base, il y a des camps intermédiaires. Nous, on va décomposer l'objectif ultime, en quelque sorte l'objectif de vie, avec plusieurs étapes intermédiaires, avec des échéances. Et ces échéances, elles ne vont pas permettre de se dire « je suis bon ou je suis mauvais », peu importe. Ces échéances, elles vont permettre de vérifier, 1, la pertinence de l'objectif qu'on s'était fixé, et 2, la pertinence de la stratégie qu'on utilise. C'est ici, justement, ici on fait une planification avec la stratégie. Dans le cadre du sport, on parlerait de plan d'entraînement, de planification de l'entraînement. Dans d'autres domaines, on parlerait de stratégie. Dans le domaine professionnel, on pourrait parler de stratégie d'affaires. Donc il y a une forme de stratégie à mettre en place. Et enfin, il y a le passage à l'action. Parce que c'est bien beau d'avoir un rêve, d'avoir des idées, d'avoir des projets. Si on ne fait pas de plan et qu'on passe à l'action, il y a peu de chances que ça marche. On peut avoir de la chance, je ne dis pas, mais il y a peu de chances que ça marche. Et ensuite, si on met en place une stratégie et qu'on passe à l'action, là, on augmente les chances que ça fonctionne. Après, ça ne va pas forcément fonctionner, parce que peut-être qu'il faudra modifier sa stratégie. Et c'est là que, mais je pense que Anne-Claire vous en parlera mieux que moi, c'est là que le lâcher-prise peut rentrer en ligne de compte pour pouvoir assouplir, modifier, changer sa stratégie en cours de route si on s'aperçoit que la stratégie qu'on avait choisie n'est pas la bonne. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je voudrais parler de l'importance des décisions parce qu'en général, les décisions ont un impact considérable et les décisions, elles créent des récompenses. Donc, là, par exemple, moi, je ne fais pas de magie, il n'y a pas de magie, je ne suis pas magicien du tout. Mais Anne-Claire, elle a osé prendre le risque. Et dans la vie, moi, je pense que le risque est récompensé. Donc, quand on investit, qu'on ose, on investit sur soi, on prend des engagements, on passe à l'action, on va de l'avant, et en général, on obtient plus que ce qu'on avait fait au départ. Inversement, quand on n'ose pas, il n'y a rien qui se produit. Alors, on passe à la seconde partie. Comment créer de nouveaux paradigmes peut changer votre vie? Alors les paradigmes, c'est les croyances. C'est un terme qu'on utilise, nous, en coaching pour parler de croyances. Mais je pense que vous en doutez, on ne parle pas de croyances religieuses, mais on parle de croyances sociales, culturelles, éducatives. Il semblerait que la qualité de notre vie soit directement liée aux croyances qu'on a par rapport aux objectifs qu'on peut atteindre. C'est-à-dire que si on a des standards très bas, on aura en lien des croyances qui vont nous empêcher de dépasser ces standards. Inversement, si vous avez des standards plus élevés et que vous alignez vos croyances sur les standards que vous avez, vous allez multiplier le potentiel de chance d'obtenir ce que vous voulez. Au niveau de l'alimentation, je prends un exemple, parce que je sais que ça pose problème pour pas mal de personnes. Si, quand on se pose la question, je vous ai dit tout à l'heure le pouvoir des mots, le pouvoir des questions, le pouvoir des croyances là maintenant, si quand on ouvre le frigidaire et qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on va choisir, paradoxalement, ça peut paraître très, très contre-intuitif, mais ce qu'on va choisir, c'est certainement ce qu'il ne nous faut pas. C'est certainement ce qui est le moins bénéfique pour nous, et c'est certainement, en fait, on choisit, mais ça ne correspond pas à notre décision, puisqu'on avait peut-être décidé de faire attention à sa santé, on avait peut-être décidé de faire attention à son alimentation, et pourtant, tout d'un coup, hop, c'est déconnecté, parce qu'on est connecté à des émotions, donc on est déconnecté de sa décision, mais on est connecté à des émotions, et on a tendance, ça c'est quelque chose aussi qui a été découvert par les neurosciences, on a tendance à privilégier des plaisirs immédiats, à court terme, plutôt que des plaisirs potentiellement supérieurs, mais différés. Et inversement, au niveau de la souffrance, puisqu'on va parler des deux, il y a la lumière et l'obscurité, pour les plaisirs c'est pareil, il y a la souffrance en parallèle, on veut bien de la souffrance pour plus tard, mais on ne veut surtout pas des petites souffrances pour tout de suite. On veut bien
prendre le risque d'avoir une immense souffrance pour plus tard, mais on a beaucoup de mal à accepter l'idée de se challenger et d'avoir une petite souffrance tout de suite, que ce soit avec l'alimentation, mais je pense que vous pouvez avoir des exemples, quelqu'un qui voudrait cesser de fumer, ou quelqu'un qui voudrait limiter sa consommation d'alcool, limiter sa consommation alimentaire, etc., etc. Donc c'est un petit peu la même chose dans chaque aspect. Or, en se connectant à la prise de décision, si on lâche prise, c'est là que le lâcher prise est important, on se donne la permission de. Alors que tant qu'on est figé sur la notion de douleur, on n'ose pas faire les choses. Parce qu'on ne s'est pas donné la permission, donc on ne prend pas de plaisir à faire les choses. Si vous vous dites je vais au sport, mais que vous ne prenez pas de plaisir à aller au sport, et que vous avez un peu de volonté, vous allez aller combien de temps? 15 jours, 3 semaines? Je vais peut-être vous choquer, mais moi je vais vous dire, n'y allez pas du tout. Il n'y a aucun intérêt à s'entraîner 15 jours, 3 semaines et à plus rien faire le reste de l'année. Il vaut mieux s'entraîner des petites quantités, j'ai envie de dire, même ne serait-ce que quelques minutes par jour, mais très très régulièrement, c'est comme ça qu'on crée un ancrage. Donc, j'en reviens aux croyances de tout à l'heure. Si dans l'alimentation, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Il y a de fortes chances que vous consommiez quelque chose qui soit néfaste pour vous. Inversement, si vous vous dites, qu'est-ce qui va me donner de l'énergie? Ah, la question que vous posez, elle est un petit peu différente. Là, vous voyez sur le schéma, j'ai fait exprès de mettre une poubelle. C'est un exemple qu'on utilise souvent en coaching. Je pense que la plupart d'entre vous... Qui a une maison ici? Il y en a qui ont une maison? 1, 2... Voilà. Je sais qu'il y en a qui vendent des maisons aussi, donc ils doivent connaître du monde qui a des maisons. Monsieur, si votre voisin ou votre voisine vient à vider ses poubelles dans votre jardin, qu'est-ce que vous allez dire? Vous aurez besoin de faire des séances avec Anne-Claire pour lâcher prise? Vous allez régler le problème tout de suite? Voilà. Dans plus de 92% des cas, il semblerait que, sans aller forcément sur de la violence, mais certains individus iraient sur de la violence, mais sans forcément aller sur de la violence, il y aurait forcément des tensions néfastes en voisinage. Parce que le voisin a vidé ses poubelles. Et ce qu'on a tendance de faire, quand on n'est pas aligné avec les croyances en lien avec les objectifs qu'on peut avoir, on fait la même chose avec l'alimentation. On prend notre corps pour une poubelle. On ne tolère pas qu'on prenne un jardin pour une poubelle, mais on tolère de prendre son propre corps pour une poubelle. Ce n'est pas pour culpabiliser que je vous fais ça, mais c'est pour vous montrer la puissance que ça peut avoir d'utiliser certains mots et d'utiliser certaines croyances. Après, il y a d'autres exemples, je pense qu'ils sont tous pertinents. Ils parlent. On va continuer avec un autre aspect qui est important en coaching mental, c'est les besoins humains. Les besoins humains, vous voyez, j'en ai mis 6. En fonction de l'ordre dans lequel on met ces besoins humains, on aura tendance à façonner notre vie de manière complètement différente. Alors, ces besoins humains, ne vous détrompez pas, ils sont communs à tout le monde. C'est-à-dire que les 6 sont universels. En revanche, là où on a une différence interindividuelle, c'est dans l'ordre dans lequel on va les mettre. Si vous mettez le besoin de partage et de contribution en priorité, comme Mère Teresa, vous n'aurez pas forcément le même style de vie et le même impact sur les autres. Vous aurez peut-être un autre impact sur les autres que si vous mettez le besoin d'importance en premier. Même chose, alors ici, je pense que vous en doutez, c'est le besoin d'amour et de relation, en haut à droite, à ma droite, à votre gauche pour vous. Ici, c'est le besoin d'évolution et de croissance. Ici, vous avez le besoin de partage et de contribution avec Mère Teresa. Là, vous avez le besoin de sécurité, de certitude, on sait exactement ce qui va se passer. Là, c'est une sorte de besoin d'importance, en quelque sorte. Et en bas, à votre gauche, c'est le besoin de liberté. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est bien beau de connaître dans quel ordre on met nos besoins, mais on est toujours en interaction avec d'autres personnes. Que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans la relation de couple. Qui vit en couple ici? Il y en a qui vivent en couple? Alors, rien qu'en visitant ses propres besoins humains et en visitant les besoins humains du partenaire ou de la partenaire, on s'aperçoit qu'on peut déjà prédire en partie les chances de succès. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais on peut déjà en partie. Je vous prends un exemple tout simple. Si madame a le besoin de sécurité et de confort très haut dans sa hiérarchie des 6 besoins, et que monsieur, lui,
Dans sa hiérarchie des besoins, il met le besoin de liberté très haut dans sa hiérarchie. Et il y a la période de vacances qui arrive, et du coup, on commence à se poser la question de savoir où on va partir en vacances et qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances. Et là, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Quelque chose d'aussi simple que les vacances, quelque chose qui devrait juste être un moment de joie et de partage, peut devenir déjà source de problèmes. Parce que madame voudra peut-être savoir où on va dormir, où on va manger, dans quel hôtel on va être, alors que monsieur voudra peut-être partir avec un sac à dos, un sac de couchage, et il n'en a strictement rien à faire de savoir où il va dormir et qu'est-ce qu'il va manger. J'ai pris un exemple tout simple, mais on peut le dupliquer dans chaque sphère de sa vie. Donc sur quelque chose de très simple qui devrait être connecté à la joie, alors imaginez quand c'est sur des conversations et sur des discussions et sur de la communication qui peut être plus lourde de sens que le simple fait de partir en vacances. Donc chaque aspect. Donc visitez bien un petit peu les besoins humains que vous avez et voyez quand vous fixez des objectifs, que ce soit des objectifs de vie personnelle ou que ce soit des objectifs de couple, si c'est bien en lien avec ce que vous voulez faire. Parce que les paradigmes peuvent se changer, les croyances, on peut les changer. Avec les besoins humains, on a plus de mal de les changer parce que ça nécessite de faire une véritable introspection sur soi, alors que les croyances, suffit d'expérimenter. On expérimente un peu comme un sportif qui va s'entraîner. Et en général, au bout de quelques semaines qu'on a expérimenté quelque chose, si on est connecté au plaisir, on va apprendre à aimer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Il commence à courir un petit peu. Il se rend compte qu'il améliore son souffle. Il se rend compte qu'il a une meilleure circulation sanguine. Il se rend compte qu'il a une meilleure humeur. Il se rend compte qu'il a une plus grande créativité, etc., etc. Donc, au bout de quelques mois d'entraînement, c'est devenu facile. Au début, ce n'était pas forcément dans ses croyances, ce n'était pas forcément dans ses valeurs, et ça le devient. En revanche, les besoins humains, ça, ils sont plus profondément ancrés en nous, donc ça mérite vraiment de les vérifier au départ. Ensuite, il y a un autre aspect que je voudrais évoquer ici, en lien avec le lâcher-prise également. Alors en coaching, on parle beaucoup de développement personnel. Le développement personnel est peut-être encore plus connu que le coaching mental, mais j'ai envie de dire qu'il y a un gros lien. Donc en développement, on parle d'évolution, on parle de croissance, on parle de dépassement de soi, on parle de construction, on parle de buts, d'objectifs, de résultats à atteindre. Pour ma part, j'ai le sentiment de ne jamais avoir autant évolué que le jour ou la nuit, je devrais dire. Il y a une nuit, entre 2012 et 2013, où que moi je me suis amusé à tout déconstruire ce que j'avais fait jusque-là. C'est-à-dire, j'ai changé l'orientation professionnelle en quelque sorte, j'ai changé ma façon de m'entraîner et j'ai divorcé de la mère de mes enfants. À un moment donné, on déconstruit parce qu'on s'aperçoit justement qu'en faisant l'introspection sur soi, on n'est plus connecté ni à ses valeurs, ni à ses besoins humains. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se donne la permission d'eux, et c'est là qu'on se laisse la possibilité d'eux de devenir réellement qui on est à l'intérieur de nous. Et ça, je pense que c'est un besoin fondamental à exploiter. On va continuer avec la troisième partie, la prise de décision et les habitudes. Alors, quand on prend une décision, j'ai fait exprès de faire le dessin d'un cerveau parce que je pense que vous l'avez compris, on a trois parties dans le cerveau. Il y a la première partie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le cerveau préhistorique en quelque sorte, c'est le cerveau primitif, l'instinct, la survie, la sécurité. Alors, il fonctionne encore à plein pot aujourd'hui, alors que pourtant, on n'a jamais vécu dans toute l'histoire de l'humanité, en tout cas, j'ai envie de dire dans les pays riches, en Europe ou aux États-Unis, on n'a jamais été dans un tel confort à tous les niveaux. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le revenu moyen dans le monde? Le revenu financier moyen dans le monde? Sauf Mélanie, parce que Mélanie, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Quelqu'un connaît le revenu moyen dans le monde? Comment? En euros ou en dollars, peu importe. Ouais, on est plus près de 50, effectivement, c'est 2 $ par jour. Le revenu moyen dans le monde, il est de 2 $ par jour. Donc 60, je ne sais pas, moi je ne connais pas le taux de change, mais c'est peut-être 40 ou 45 € par mois, quoi, grosso modo. Ça veut dire que dans des pays industrialisés, comme en France, en Europe, je crois que le salaire moyen il doit équivaloir à 1 480 € par mois, sur la moyenne des pays européens. Donc et même la personne qui est très défavorisée socialement, qui aurait ça,
J'imagine qu'elle est autour de 480 € par mois. Je ne suis pas certain du chiffre, mais je pense qu'on ne doit pas en être très loin. Ça veut dire que même la personne qui est très défavorisée dans le confort dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui a 30 fois plus de facilité que le salaire moyen dans le monde. Alors c'est sûr qu'on pourrait me dire, il faut le pondérer par rapport au coût de la vie, par rapport à plusieurs paramètres, par rapport à des charges et par rapport à tout ça. Mais le message ici, c'est pas de vous dire on est riche financièrement, c'est de vous dire on vit dans un confort et dans une surabondance à tous les niveaux. Surabondance financière, surabondance de loisirs, surabondance alimentaire, surabondance à tous les niveaux, alors que notre cerveau continue de fonctionner comme si nos lendemains étaient incertains. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été vraiment confrontés à des peurs dangereuses qui pouvaient jouer sur leur intégrité? Combien de fois, monsieur? Une fois. Il y en a d'autres? Or, notre cerveau préhistorique, il nous sabote tous les jours. Vous avez quel âge, monsieur, si ce n'est pas indiscret? 64. Vous voyez, en 64 ans, monsieur, il a eu un danger vital. Or, notre cerveau, il fonctionne comme si on était en danger vital quasi quotidiennement. À chaque fois qu'on a peur, à chaque fois qu'on n'ose pas, à chaque fois qu'on doit faire quelque chose de bénéfique pour nous, mais qu'on procrastine, c'est notre cerveau préhistorique qui prend le dessus. La deuxième partie du cerveau, ça va être le cerveau limbique. Lui, c'est le cerveau des émotions. Le cerveau des émotions va permettre de développer la créativité, va nous permettre de faire des choses qu'on aime, nous donne un certain élan. Et là, je pense que c'est important de faire un parallèle avec une image sur ce qui se passe dans le cerveau quand vous allez faire quelque chose de nouveau. Je prends souvent l'exemple des routes, des chemins, des campagnes, des autoroutes, etc., etc. Dans notre cerveau, les connexions, elles fonctionnent un petit peu comme si vous aviez d'une part des chemins de campagne et d'autre part des autoroutes. C'est-à-dire que ce que vous avez l'habitude de faire, je ne devrais peut-être pas le dire ici, mais c'est un petit peu comme sur une autoroute. Sur une autoroute, s'il n'y avait pas de radar, je pense qu'on est nombreux à ne pas respecter les limitations de vitesse s'il n'y a pas de radar. Et bien votre cerveau, il fonctionne exactement de la même façon. Si c'est quelque chose que vous connaissez, que ce soit bon, mauvais, bénéfique, néfaste, pour vous, pour votre entourage, pour votre travail, pour votre santé, peu importe, si vous connaissez que vous avez l'habitude de le faire, c'est comme si vous étiez une autoroute. Le cerveau, il fonctionne à grande vitesse, c'est automatisé. Inversement, si vous êtes sur un chemin de campagne, 1, vous roulez tout doucement, 2, si vous n'avez pas de GPS, vous risquez de vous perdre. Et bien, votre cerveau, il fonctionne exactement de la même façon dès lors qu'on veut mettre en place une nouvelle habitude qui est complètement inconnue pour nous. Quand on fait quelque chose de nouveau, on a besoin d'un guide, on a besoin d'une carte, on a besoin d'un plan, on a besoin d'une stratégie, et en même temps, on avance tout doucement. Et enfin, la troisième partie du cerveau, ça va être le néocortex. Le néocortex, il est beaucoup plus récent. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est apparu il y a à peine 100 000 années, grosso modo, ou en tout cas qu'il est à maturité. Alors que le cerveau limbique a plusieurs millions d'années et le cerveau préhistorique encore plus. Donc le néocortex, c'est un petit peu ce qui nous donne toute notre puissance, c'est ce qui nous donne notre contrôle et c'est ce qui nous permet d'apprendre. C'est ce qui nous permet d'apprendre des choses nouvelles, quasi illimitées. Dans chaque domaine, on peut apprendre des choses quasi illimitées, pour peu qu'on ait la patience, pour peu qu'on fasse le focus, pour peu qu'on soit concentré et qu'on évolue. Par contre, et c'est là qu'intervient la fusée, il va falloir réussir à déconnecter notre cerveau limbique qui nous empêche de faire quelque chose de nouveau. Et ça veut dire quoi? J'en reviens avec ma prise de décision, ça en revient à décider rapidement. Si vous avez une séance de sport à faire et que vous commencez à réfléchir, est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille chercher les enfants à l'école? Est-ce que j'ai le repas à faire ce soir? Est-ce que j'ai envie? La séance de sport, vous ne la ferez pas. Par contre, si vous avez votre sac de sport qui est prêt, si vous avez la paire de baskets, si vous avez la bouteille d'eau, et si vous laissez ça dans le coffre de votre voiture quand vous allez au travail le matin, et que dès que vous sortez du travail, c'est instantané, c'est automatique, vous partez à la séance de sport, là vous ne vous posez plus de questions. Fatigué, pas fatigué. Et ça, c'est la même chose dans tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc si vous voulez créer quelque chose de nouveau que vous n'avez pas l'habitude, ça ne passe que par des décisions rapides. Si vous avez fait votre plan, que vous avez fait votre stratégie, vous savez que ça correspond à vos valeurs, vous savez que ça correspond à vos besoins, vous savez que c'est bénéfique pour vous, il n'y a pas d'autre solution qu'au début, le temps de mettre en place la roue, en quelque sorte, c'est d'agir sur ce qu'on appellerait, aux États-Unis, je crois qu'ils appellent ça un momentum, c'est sur le moment où vous avez décidé, il faut agir tout de suite. Parce que sinon, demain, vous n'irez pas à votre séance de sport.
On connaît tous cette excuse de se dire « je le ferai demain ». Le demain, ça vient jamais. Donc c'est vraiment tout de suite, si on sait que c'est bénéfique, c'est tout de suite. J'ai mis la fusée parce que le décollage d'une fusée, j'ai une anecdote américaine là-dessus. Il y a une conférencienne américaine, j'ai plus son nom, Mélanie, je pense qu'on peut retrouver sur Internet. Elle a complètement transcendé sa vie. En fait, pour la petite histoire, c'est une dame qui est en dépression, en burn-out, suite à une faillite de son mari. En fait, son mari a quitté son emploi, a été licencié d'un bon poste de salarié à responsabilité où il gagnait très bien sa vie. Suite à ça, au licenciement, il est rentré chez lui, il a annoncé à son épouse et à ses enfants qu'il n'allait pas rechercher de travail parce qu'il voulait faire son rêve, justement. Il voulait créer son entreprise et il rêvait depuis toujours de créer un restaurant. Donc, il décide avec son beau-frère de monter un restaurant. Ça se passe très bien. Premier restaurant, c'est un succès. Il monte un deuxième restaurant. Deuxième restaurant, c'est un succès. Ça se passe très bien. Il monte un troisième restaurant. Et là, ça se passe mal. Ils n'avaient pas une stratégie suffisamment solide, ils ont fait des erreurs de gestion, etc. etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Et du coup, ils se retrouvent complètement surendettés, ils ont des emprunts bancaires à rembourser, ils ont des hypothèques, ils ont des emprunts à la famille à rembourser. Donc ils sont mal, le couple se dégrade, ils se disputent de plus en plus. Et Mélanie, justement, son mari cherche des solutions, c'est-à-dire qu'il continue de se lever le matin quand même. Et il va avec son beau-frère essayer de négocier des prêts, il va essayer de négocier des échéanciers, il va essayer de négocier avec les fournisseurs, il essaye de trouver des solutions. Il continue tous les matins de se lever. Par contre, Mélanie, avant elle se levait à 6h du matin, puis elle a décalé à 6h30, puis à 7h, puis à 8h, puis jusqu'à ce que ses enfants ils arrivent en retard à l'école quasi tous les matins, puisqu'elle oublie de les emmener dans le bus. Elle oublie de les déposer au bus tellement qu'elle est en retard tous les matins. Mélanie, elle faisait des footings et puis elle a arrêté de faire des footings. Mélanie, elle s'occupait de ses enfants, elle a arrêté de s'occuper des enfants, etc., etc., etc. Et Mélanie, elle buvait de manière sociale, un petit peu comme tout le monde. Elle s'est mise à augmenter sa consommation d'alcool. Jusqu'un soir, au journal télévisé, elle voit un reportage sur la NASA, justement, où il y a une fusée qui décolle. Et là, le compte à rebours de la fusée, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est 5, 4, 3, 2, go. La prise de décision, c'est ça. 5, 4, 3, 2, 1, go. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le cerveau. Vous déconnectez le cerveau préhistorique et vous rentrez dans le néocortex. Et là, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Dès que vous êtes dans le néocortex, vous vivez l'expérience. Il y a le cerveau limbique qui se met en action. Donc vous avez des ressentis, vous avez des émotions. Parfois des émotions de plaisir, parfois des émotions de souffrance. Mais dès que vous êtes en lien entre le néocortex qui apprend et le cerveau limbique qui vous fige les émotions, après vous retenez cet apprentissage. Et c'est là que vous allez pouvoir répéter et mettre en place une nouvelle habitude. C'est un peu le même schéma inverse quand vous voulez retirer une ancienne mauvaise habitude. Sauf que, au lieu de faire 5, 4, 3, 2, 1, go, on va différer. Tiens, je vais aller dans le frigo, je veux prendre ce qui me tombe sous la main. Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Bon, si j'en ai envie, je reviens dans un quart d'heure. Je ne dis pas qu'au début, vous n'allez pas revenir dans un quart d'heure. Mais une fois que vous avez fait ça plusieurs fois, vous allez différer. Il y a des gens qui sont addicts des fois également aux tenues vestimentaires. Alors, je ne veux pas faire de sexisme, mais par exemple, madame, elle a déjà 10 sacs à main, et puis elle voit un nouveau sac à main extraordinaire, il faut absolument qu'elle l'ait. Absolument. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous allez au magasin, vous voyez votre sac à main, et vous dites « Ok, je reviens demain ». Là, vous faites l'inverse de la prise de décision. Si des fois, vous voulez vous désinhiber par rapport à l'addiction des achats compulsifs, en quelque sorte. On poursuit avec la prise de décision, puisque la prise de décision, en général, c'est pour créer un changement. Et un changement, pour qu'il soit durable, on s'est aperçu qu'il y avait 3 aspects. La première chose, il faut commencer à ce que l'objectif soit très haut, c'est-à-dire élever ses standards. Je sais que ça fait peur, en général, je pense que vous avez tous entendu parler des objectifs SMART. Nous, on ne parle pas d'objectifs SMART, parce que les objectifs SMART, ils ne motivent personne. Parce que quand l'objectif, il est trop facile, on ne vibre pas, on n'est pas connecté à toutes ces ressources. Il y a une statistique qui avait démontré, pareil aux États-Unis, un président d'une association caritative
qui avait pour mission justement de récolter des fonds pour l'association. Or, la première année d'activité, la première année de l'association, on ne lui a fixé aucun objectif. Il a récolté 6 000 $ dans l'année de fonctionnement, première année de fonctionnement. Deuxième année, ses collègues décident de lui proposer un objectif. À votre avis, combien ils lui ont proposé comme objectif? Comment? 12? 50? D'autres réponses? Donc 12, 50. Messieurs, vous avez faux tous les deux. Ils lui ont demandé 100 000 $. Je sais, c'est des Américains. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être américain, mais ils lui ont fixé 100 000 $. Devinez combien qu'il a atteint? Alors non, il a atteint 68 000 $. Mais le message, il est où ici? Si on lui avait demandé 12 000, effectivement, ce qui aurait été un objectif smart par rapport aux ressources qu'il avait, il n'aurait pas développé les ressources qu'il a développées, il n'aurait pas frappé aux mêmes portes, il n'aurait pas été chercher les mêmes financements, il n'aurait pas été chercher les mêmes partenaires que pour viser 100 000 $. En visant 100 000 $, il n'a pas atteint l'objectif, donc on pourrait dire qu'il a échoué, mais on considère qu'il a appris beaucoup, beaucoup plus que si on lui avait demandé de faire 12 000. Et ça passe par la capacité justement à lâcher prise sur le résultat. C'est se connecter à toutes nos ressources et se connecter à tout notre potentiel pour apprendre à évoluer. Et en étant déconnecté et complètement détaché du résultat. C'est-à-dire qu'on a l'objectif au départ, et ensuite on revient sur le moment présent pour agir uniquement en étant connecté avec l'action du moment présent. C'est ça qui va vous permettre en fait d'évoluer et d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc 68 000 $, ce n'est pas l'objectif, mais on peut considérer qu'il a appris beaucoup plus. Quand on se fixe des objectifs trop peu ambitieux, ils ne nous motivent pas. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc l'idée, c'est de se fixer des objectifs ambitieux, mais sans en faire une fin en soi. Ensuite, la deuxième chose, on travaille la stratégie. On a élevé ses standards, on travaille sa stratégie, on choisit la stratégie d'action. Et la troisième chose, je pense que si vous m'avez suivi depuis tout à l'heure, vous avez compris, c'est quoi la troisième chose? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi? Comment? Ah, il n'y a personne qui m'a écouté tout à l'heure. Comment? La fourmi, elle est en train de soulever quelque chose qui est plus lourd qu'elle. Elle sort de sa zone de confort, mais pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune idée, elle n'a pas de croyance, elle n'est pas comme nous. Nous, dans nos croyances, on se limite par rapport à nos croyances. Donc, ça veut dire changer ses croyances, le schéma-là. On élève ses standards, on choisit sa stratégie, on met en place une stratégie, et ensuite on change ses croyances. Et en changeant ses croyances, on obtient quelque chose de nouveau. Si les croyances que vous avez, je ne suis pas en train de vous dire elles sont bonnes, elles sont mauvaises, mais en fait, les croyances qu'on a au jour d'aujourd'hui, en général, elles nous ont emmenés là où on est au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est peut-être bien, mais si ça ne vous suffit pas et si vous avez quelque chose de meilleur à pouvoir obtenir, ça va passer par la capacité à revisiter ces croyances pour accepter de nouvelles croyances dites dynamisantes en quelque sorte. Et ensuite, il reste quand même une dernière chose. Alors je l'ai traduit parce que je pense que... Il y a quelqu'un qui parle le japonais ici? Non? Donc je l'ai traduit exprès. J'ai mis Teddy Riner parce que moi c'est un personnage qui m'inspire. Justement par rapport à cette capacité à se mobiliser dans l'action et cette capacité à lâcher prise également. C'est un Antillais, je ne fais pas de jugement par rapport aux Antillais, mais les Antillais, en général, ils savent se déconnecter, ils savent faire la fête. Ensuite, Teddy Riner, c'est un bosseur comme pas possible. Quand il se mobilise avant une compétition, il est capable de s'entraîner 7-8 heures par jour pendant une année complète. Donc il a cette capacité à se mobiliser, à faire focus sur un objectif ultime, tout en ayant la capacité à lâcher prise quand il peut se permettre de lâcher prise. Donc, ça passe par 3 aspects. Il y a l'état d'esprit, le mindset, comme ils diraient les Américains. Il y a la technique, répéter la technique. Il y a une autre particularité de Teddy Riner, justement, par rapport à la technique. Il y en a qui connaissent un peu le judo? Non, pas de trop? Eh bien, Teddy Riner, il gagne la quasi-totalité de ses combats sur Osotogari. Osotogari, c'est une technique qu'on apprend pour être ceinture jaune. Ceinture jaune, c'est la première ceinture qu'on passe quand on fait du judo. Donc un enfant de 6 ou 7 ans,
Au bout d'1 an de pratique, il est ceinture jaune en général. Donc Teddy Riner, il n'a pas cherché à faire des choses compliquées. Il fait une chose. Mais il l'a répété, répété, répété. Il a travaillé la technique pour en faire une excellence en quelque sorte. Et ensuite, l'efficacité débouchera que là-dessus. On a une expression qui dit il vaut mieux faire une seule chose et la répéter 1000 fois que de faire 1000 choses et la faire une seule fois. Parce que si vous la faites une seule fois, ça ne deviendra jamais naturel. Ça, vous ne serez jamais connecté, vous n'aurez jamais compris cette chose-là et elle ne fera pas partie intégrante de vous. Donc, vous tombez, vous vous relevez, vous persévérez et vous lâchez prise en parallèle. Je voudrais terminer, après je donnerai la parole à ceux qui ont des questions un petit peu plus spécifiques. Je voudrais terminer à quelque chose qui me touche énormément moi, c'est l'excellence. Parce qu'on parle souvent de perfection. La perfection, moi je vais vous dire, fuyez la perfection. Parce que la perfection, justement, elle va vous empêcher de lâcher prise, elle va vous stresser, elle va vous saboter. Et comme vous savez très bien que personne n'est parfait, et ben, du coup, vous n'allez même pas essayer du tout. Alors que si vous visez l'excellence, là c'est uniquement par rapport à vous. Il n'y a pas besoin d'être parfait, il y a juste besoin d'évoluer. On peut faire des erreurs, mais on évolue. On progresse, on réessaye, on tombe, on recommence, on tombe, on recommence. Et excellence, c'est aussi comme le mot Excel. Le mot Excel, il y a la première lettre, E. E comme engagement. Ça veut dire que quand vous avez un engagement, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, un engagement, ça doit se tenir. Un engagement, ça doit être ferme. Un engagement, c'est comme une décision, ça doit être définitive, en quelque sorte. Donc, E comme engagement. Le X, j'en ai parlé tout à l'heure, être sur son X. Être sur son X, ça veut dire avoir accepté de se déconstruire pour se reconstruire, pour choisir en quelque sorte sa passion ou sa mission de vie. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, on ne peut pas faire toujours ce qu'on aime. Oui, on ne peut pas faire toujours ce qu'on aime, mais justement, comme on ne peut pas faire toujours ce qu'on aime, il faut respecter sa passion. Et si dans notre passion, ça engendre des choses qu'on n'aime pas, ça rentrera justement dans notre excellence. Ensuite, le C comme courage. Courage, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez peur, on a peur, j'ai peur, tous les jours on a peur de quelque chose, mais on fait les choses malgré la peur. En fait, la peur, c'est juste un signal pour vous dire vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau qui est inconnu pour vous. Donc, avoir le courage d'agir malgré la peur, ça vous permet aussi de vous connecter à votre excellence. Le E comme environnement. Il y a des chiffres qui nous montrent qu'on a tendance à penser, à raisonner, à avoir une santé, à avoir des finances, à avoir un fonctionnement au quotidien très proche des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc créer son environnement, quand on a des objectifs et qu'on veut viser l'excellence, ça nécessite aussi de passer par la création de son environnement. Peut-être choisir un environnement plus porteur, peut-être choisir un environnement plus positif. Et enfin le L comme liberté, c'est-à-dire se donner la liberté de, se donner la liberté d'être soi. En tout cas, merci à tous, ça m'a fait plaisir.